Bien, bonjour à tous. Merci d'être là pour cette séquence. On est très heureux parce que la ministre hier a eu la gentillesse de rappeler qu'on était le premier et même en avance de phase. Alors chez Paris Cyber Week, être en avance de phase, c'est toujours agréable. Ça veut dire qu'on est sur les bons sujets. C'est une initiative qui a été lancée en 2019 et Nicolas Brognard va présenter un peu plus largement le dispositif. Mais l'idée, c'est bien de valoriser les métiers, les compétences et aussi de partir de ceux qui les vivent. Et c'est pour ça qu'on est très heureux d'avoir... bravo, parce qu'en plus vous êtes en tenue, donc je vous félicite. Mais bonjour Divine. On a 3 jeunes. Alors ça me fait bizarre de vous dire jeune parce que ça veut bien dire que moi je le suis plus. C'est ma blague du moment en ce moment. Et en même temps, l'expérience et l'enthousiasme, c'est un peu l'idée de ce panel. Avoir des gens qui ont le recul pour avoir cette vision stratégique et puis l'enthousiasme, l'énergie. Ça va être un peu l'architecture générale de cette session. Nicolas, je vais me permettre de... Non, tu peux rester ici. Non, très bien. De te céder la parole pour présenter le dispositif et ensuite Patrick Pailloux, connu de tous, j'imagine, ou en tous les cas beaucoup d'entre nous, directeur technique de la DGSE, va animer cette discussion avec nos 3 jeunes panélistes. Nicolas, je vous en prie. Merci Sébastien. Alors, je fais le pas de côté parce que je ne me considère plus non plus dans la catégorie des jeunes. Et par ailleurs, il m'appartient la lourde tâche d'intervenir au sortir du déjeuner. Il fait chaud, donc on va essayer d'être un petit peu dynamique, un petit peu vivant. Alors, Sébastien vient de l'évoquer effectivement à l'instant. Je suis, pour me présenter en quelques mots, donc Nicolas Brognard, chef de projet La Fabrique Défense. Donc, vous êtes aujourd'hui tous réunis dans le cadre de cette table ronde La Fabrique Défense. Donc, il m'appartient de vous présenter un petit peu ce concept un peu innovant, un peu hybride. Donc, un concept, excusez-moi, qui est né, comme l'a rappelé effectivement Sébastien, il y a 2 ans de cela, et qui est tourné spécifiquement vers les jeunes, 15 ans, 30 ans, quelle que soit leur origine professionnelle, géographique, sociale, avec un objectif qui est de contribuer à l'acculturation stratégique, à la capacité à développer au niveau européen une culture stratégique, comme l'a appelé de ses voeux le président notamment de la République à l'occasion de son intervention à la Sorbonne il y a quelques années de cela. C'est le premier objectif stratégique de la Fabrique Défense. Plus généralement, cette ambition, elle s'inscrit, si vous le permettez, je vais enlever mon masque parce que ce n'est pas évident. Cette ambition, elle s'inscrit également dans la volonté d'affermir le fameux, désormais traditionnel lien armée-nation, qui doit, par le biais de l'organisation d'un certain nombre d'événements, de conférences, de rencontres, d'expériences immersives, de rendre plus intelligible, de rendre plus compréhensible un certain nombre d'enjeux, un certain nombre de problématiques liées aux questions de défense. À ces 2 objectifs, nous avons rajouté pour cette seconde édition un 3e objectif, qui est, je pense, un élément central et un élément majeur, notamment à l'heure actuelle et dans le cas des différentes tables rondes qui nous réunissent aujourd'hui, puisque, on le voit tous, nous espérons sortir d'une crise sanitaire qui a durement éprouvé un certain nombre de filières économiques, d'un certain nombre de filières stratégiques. Et modestement, à notre niveau, notre ambition, elle porte également sur la volonté de valoriser et de contribuer à la valorisation de ces filières d'intérêt stratégique, parmi lesquelles figurent bien évidemment les filières cyber. Et nous avons d'ores et déjà, comme je l'évoquais, inscrit cette logique de recrutement, de valorisation des filières dans le cadre de l'objectif de cette seconde édition. Alors, la Fabrique Défense, initialement, c'est un projet qui a été conçu, pensé, mis en œuvre par le ministère des Armées. Mais en fait, son ADN, il est beaucoup plus large que ça. L'ADN de la Fabrique Défense, c'est la capacité à fédérer et à mobiliser l'ensemble des acteurs de ce que l'on appelle l'écosystème défense. Donc, que ce soit bien évidemment les organismes du ministère des Armées, on en a d'ores et déjà une trentaine à l'heure actuelle, parmi lesquels figure bien évidemment la DGSE, et je vous en remercie, des partenaires institutionnels, au premier rang desquels figurent le Quai d'Orsay, l'IHEDN, le CEA, des partenaires issus de la recherche stratégique, des think tanks, les RIS, la FRS, des universités,
Lyon 3, Paris 8, etc., etc. Des associations, en particulier des associations de jeunes, je pense à l'IHEDN Jeunes, mais également, bien évidemment, des entreprises à la fois issues de la BITD, mais également du secteur totalement civil. Alors, la mobilisation de cet écosystème défense, elle a permis, il y a 2 ans de cela, à l'occasion de la première édition, de garantir un véritable succès de cette opération, ce qui n'était pas évident parce que c'était un pari, c'était une première. Donc cette première édition, elle a réuni à peu près 15 000 personnes à travers 80 événements qui se sont déroulés dans toute l'Europe, 11 États européens, une cinquantaine de villes mobilisées. Donc l'enjeu pour nous, aujourd'hui, à l'occasion de cette seconde édition, est bien évidemment de faire mieux, d'être encore plus ambitieux en la matière. Donc être plus ambitieux, ça porte sur 3 aspects. Et après, promis, j'en aurai fini. Premier élément, la dimension européenne. Elle est constitutive de la Fabrique Défense. On l'a pensée par et pour la dimension européenne. Cette dimension européenne, elle prend un tour particulier cette année, puisque, comme vous le savez très probablement, au 1er janvier prochain, la présidence reviendra à la France. Et dans ce cadre-là, la Fabrique Défense constituera l'événement public majeur de la PFUE. Donc on a un enjeu de taille qui est de pouvoir incarner cette ambition européenne, d'une part en associant un maximum de partenaires européens, des associations, des think tanks, des entreprises, des institutionnels, mais également en déclinant, autant que faire se peut, en région, à Paris, en Europe, toutes les thématiques européennes possibles et imaginables. Deuxième élément, l'ADN de la Fabrique Défense, c'est également un ADN territorial. L'objectif, je l'évoquais, est d'aller parler aux jeunes, et en particulier les jeunes que l'on ne connaît pas forcément, avec lesquels nous n'avons pas forcément de dialogue, de connexion particulière. Et donc, l'enjeu, très concrètement, il va être de pouvoir s'adosser sur tout un maillage, sur tout un réseau territorial qui va nous permettre, sur le terrain, d'aller dialoguer avec ces jeunes. Donc, dans ce cadre-là, c'est une autre nouveauté de cette seconde édition, nous avons créé un label La Fabrique Défense, comme l'a rappelé Sébastien, dont la première attribution, le premier projet déposé a été attribué à Paris Cyber Week. Et je vous en félicite bien sincèrement. Donc, l'enjeu à travers ce label est bien évidemment de stimuler un maximum de partenariats et de projets. Donc, d'ores et déjà, je peux vous annoncer que 130 organismes ont rejoint les rangs de la Fabrique Défense. Enfin, troisième élément, j'évoquais une ambition accrue pour cette seconde édition. Elle se traduira également à l'occasion de l'événement qui aura lieu à Paris et qui viendra clore cette séquence qui débutera en septembre prochain en région et en Europe, avec un événement parisien encore plus majeur par rapport à ce que l'on avait connu il y a 2 ans de cela, avec 3 jours d'événements, 3 jours d'activités qui se dérouleront au sein de la grande halle de la Villette et qui nous permettra de la sorte de doubler notre superficie utile et donc de pouvoir inviter un maximum de partenaires et surtout de réserver aux jeunes et aux moins jeunes un maximum d'activités que nous espérons, que nous ambitionnons la plus immersive possible, avec des wargames, des serious games, des escape games, des conférences, 70 conférences qui seront programmées sur tous les domaines, une trentaine de présentations de parcours professionnels, des activités relevant du domaine de la culture, du sport, etc., etc. Donc vous le voyez, l'ambition est vraiment, c'est plus qu'un simple salon. L'ambition est de faire vivre aux jeunes une véritable expérience immersive en la matière. Donc voilà en quelques mots ce que je pouvais vous en dire sur cette seconde édition de la Fabrique Défense, que nous espérons, comme vous le voyez, plus ambitieuse, plus européenne et encore plus solidaire. Donc si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à nous contacter. Merci à tous. Je vous passe la parole, monsieur le directeur. Merci. Alors, moi, je vais prendre la parole en premier, mais je vais peut-être demander à mes camarades de jeu à ma gauche et à ma droite de se présenter rapidement. Après, je ferai une introduction, puis ils auront le temps de... Bonjour, je m'appelle Divine, j'ai 20 ans et je me suis engagée en service civique. Donc le service civique, c'est un dispositif qui encourage l'engagement citoyen.
et solidaire. Bonjour, Joyce Assouline. Alors moi, je me considère comme une moins jeune, j'ai 34 ans. Donc il y a une limite. Moi, je suis réserviste opérationnelle, je suis lieutenant dans l'armée. Bonjour à tous, Tricot Alexandre, j'ai 24 ans, je suis élève officier à l'école de l'air, actuellement en première année. Première et dernière année puisque je suis issu du parcours sur titre, donc j'ai déjà un bac plus 5. Et moi je vais vous parler donc de l'engagement, de mon engagement et aussi de la période qui a précédé mon engagement puisque j'ai fait partie d'une unité opérationnelle dans l'armée de l'air pendant 3 ans dans le cadre de l'apprentissage. Merci. Alors moi, je suis Patrick Payot, le directeur technique de la DGSE. Alors vous allez dire, qu'est-ce que je fais au milieu de ces jeunes-là Pardon, si quand même, parce que moi, pour le coup, comme me disait quelqu'un qui m'est proche il y a quelques heures, dans 20 ans, tu auras 75 ans. Donc bon, voilà. Donc je suis pas. Et pourquoi la DGSE aujourd'hui ici en plus? Sachant que moi d'habitude je m'exprime pas, c'est pas mon rôle, enfin c'est pas le rôle de la DGSE, on est un service secret et clandestin, donc c'est un peu consubstantiel au fait qu'on s'exprime pas. Simplement l'idée de la table ronde aujourd'hui, c'était, alors ça s'adresse peut-être pas aux gens qui sont dans la salle, parce que voilà, il y en a certains, ils sont plus proches de mon âge que de leur. Mais et puis ils ont, je pense, beaucoup d'entre eux sont partis dans ce parcours, donc mais aussi beaucoup de s'adresser aux gens qui nous regardent. Et c'est aussi d'expliquer, et c'est un sujet important, jusqu'à quel point notre sujet, et celui de la cyber, est un sujet de vocation. Et je vais commencer par ça, sous 2 angles. Bon, alors, et on a l'habitude de dire dans les armées qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Alors on se dit que dans la cyber c'est pas vrai parce que le cyber c'est des machines, c'est Internet, etc. En fait la vérité c'est que si. Et d'ailleurs quand vous regardez au ministère des Armées les budgets, en fait ce qui coûte cher au ministère des Armées dans la cyber c'est la masse salariale, si je m'exprime brutalement, plus que les investissements, puisque finalement les investissements c'est quand même essentiellement des ordinateurs et ça coûte moins cher qu'un porte-avions. Et donc le cyber, en fait, la vérité, alors bien sûr, il y a beaucoup de technologies, il y a des industriels dans la salle, etc., mais c'est d'abord et avant tout des gens qui maîtrisent. Et c'est le deuxième sujet que je voulais dire en introduction avant de parler un peu du renseignement et de la DGSE et des vocations dans ce domaine-là. C'est qu'on a absolument besoin d'attirer les jeunes, hommes et femmes, notamment les femmes, parce que malheureusement elles se tournent peu vers le numérique, vers les métiers techniques, au sens large du terme. Alors quand je dis les métiers techniques, ça va des ingénieurs cyber jusqu'aux médecins, en passant toutes les personnes dans les sciences de l'ingénieur, comme on disait quand j'étais petit. On a pas assez de gens qui se tournent vers les métiers techniques. On ne forme pas assez d'ingénieurs, on ne forme pas assez de techniciens, on ne forme pas assez de chercheurs. Et moi, j'ai l'habitude de dire, il y a quelque temps, on remettait les prix du concours Al-Kindi. Je ne sais pas si vous connaissez ce concours. C'est un concours qui est organisé par la DGSE, le ministère de l'Éducation nationale et les associations de profs qui visent des élèves 4e, 3e, seconde. Et c'est un concours de crypto, on va dire au sens extrêmement large du terme, où on a plusieurs dizaines de milliers de candidats chaque année. Et avec la même idée, alors bien sûr l'idée de créer des vocations dans le domaine du renseignement, et je vais y revenir, mais c'est aussi d'expliquer que voilà, choisir les filières techniques et choisir les sciences, c'est quand même choisir l'avenir de son pays. Moi, quand je veux taquiner mes petits camarades qui ne sont pas des filières scientifiques, je leur dis, il y a quand même les gens qui parlent et les gens qui font, les gens qui jouent sur le terrain ou les spectateurs. Et bon, voilà. Moi, j'ai l'habitude de dire que nous, les ingénieurs, au sens très large du terme, on est quand même des gens qui font les choses, en fait, la vérité. Et les ingénieurs, on participe à, expliquer le monde. On n'est pas les seuls, bien sûr, et je taquine évidemment quand je dis ça. On participe à expliquer le monde et à le construire avec nos petits bras musclés, nos fers à souder ou nos doigts derrière nos claviers quand on fait du code. Et donc le monde de demain, il sera très numérique.
Et donc, voilà, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de techniciens, on a besoin de chercheurs, enfin voilà, des gens qui vont dans la technique. Donc, je crois qu'il n'y a pas de plus beau métier. On l'a vu avec le Covid, c'est les médecins, c'est exactement le même sujet. Hein. Il n'y a pas de plus beau métier et surtout, il n'y a pas de meilleur métier pour donner du sens à ce qu'on veut faire. Donc, moi, quand je m'adresse aux jeunes, je leur dis, voilà, c'est sûr que si vous choisissez la technique, les sciences et évidemment le cyber et encore mieux le renseignement, évidemment, mais je vais y venir, c'est sûr que vous donnerez du sens à ce que vous faites. Alors, je ne veux pas dire que les autres n'ont pas de sens, mais bon, vous avez compris, je plaide pour. Et par ailleurs, quand vous regardez en France, et de fait, en France et dans les pays occidentaux, on ne forme pas assez de gens à la technique, et donc on en manque. Et ça, je dis au sens large du terme. Bon, ça, c'était l'introduction que je voulais faire et pour expliquer pourquoi on essaye, nous, d'être associés chaque fois qu'il y a des événements qui essayent de pousser au choix de la vocation de servir son pays dans le domaine technique. Alors évidemment dans le cyber, bon, je ne vais pas ici à la Cyber Week expliquer pourquoi le cyber c'est important, quelles sont les menaces. Bon, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais là franchement, je pense que c'est pas utile ni dans les gens qui sont dans la salle, ni les gens qui regardent. Donc évidemment, je voudrais moi faire un petit focus sur le monde du renseignement là-dedans. Alors évidemment, je ne vais pas vous raconter des choses secrètes, mais bon, dans le domaine de la cyberdéfense notamment, donc ce que j'appelle moi la cyberdéfense, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de utiliser la cyber pour protéger son pays, au sens très large du terme de protéger son pays. Il y a beaucoup d'acteurs. Un des primus inter pares des acteurs, c'est l'ANSSI, évidemment, l'autorité française de cyberdéfense, que j'ai eu la chance de créer et de diriger avant Guillaume Poupard. Mais il y a bien d'autres acteurs, et notamment des acteurs des services de renseignement, dont la DGSE, mais pas que. Hein, les autres services de renseignement sont actifs dans le domaine de la cyberdéfense. Et la DGSE, elle est active, évidemment, dans son champ. Donc, c'est quoi le champ d'un service de renseignement comme la DGSE dans le monde du cyber? Alors, c'est d'abord pour participer à la mission, je dirais cette fois étroite, de protection du pays contre les cyberattaques. Bon, je dirais les missions de la DGSE là-dedans, elles sont somme toute assez classiques, simplement, sauf qu'elles sont classiques, mais elles sont dans le monde du cyber. La première de ces missions, c'est de détecter, donc d'utiliser ces moyens de renseignement, quels qu'ils soient, qu'ils soient humains, qu'ils soient techniques, pour essayer de détecter les attaques contre notre pays. Ce qu'on fait habituellement, on fait la même chose dans le terrorisme, on essaie de détecter des gens qui planifient des attentats. Dans le monde cyber, c'est la même chose, sauf que voilà, c'est sur les réseaux et on essaye de détecter des gens qui vont s'attaquer à la France. La différence avec l'ANSSI, par exemple, c'est où le responsable sécurité d'une entreprise qui, lui, va s'intéresser à, je dirais, la frontière de ces réseaux, pour autant qu'on sache bien les définir, et qui va mettre des sons, des antivirus, des mécaniques de sécurité. Nous, on va plutôt s'intéresser au plus loin, à ce qui se passe plus loin, pour essayer de voir ce qui se passe. Donc ça, c'est notre première mission. Et là, on va utiliser tous les moyens qu'un service de renseignement a, mais cette fois à des fins non pas de détecter des hommes qui sont en train de planifier un attentat, mais je dirais des machines qui sont en train de planifier une attaque. La deuxième mission d'un service de renseignement comme la DGSE dans le monde cyberdéfense étroit, c'est celui de l'attribution. C'est-à-dire, je vous ai dit qu'on cherche à détecter les machines qui attaquent, mais derrière les machines, pour revenir à ce que je disais au début, il y a des hommes. Et donc le métier, là encore, de façon très classique pour un service de renseignement, c'est mais qui est derrière ça et c'est quoi l'intention? Donc finalement, des attaques informatiques, il y en a tout le temps, hein, je vais vous l'apprendre. C'est pas toujours facile de remonter à la machine qui a conduit l'attaque, mais moi je pourrais vous citer des exemples, je ne vais pas faire ici évidemment parce que je violerais le secret, j'irai directement en prison en sortant. Mais il nous est arrivé de remonter jusqu'à la machine d'un attaquant
Et à l'heure où je vous parle, c'était il y a plusieurs années, à l'heure où je vous parle, on n'a toujours pas compris cet attaquant, pourquoi il faisait ça, quoi. C'était par qui il était manipulé. Bon, c'était une affaire assez compliquée, mais enfin voilà, c'était quoi l'intention derrière, pourquoi il a fait ça, qui le faisait travailler, etc. Et donc le boulot d'un service de renseignement, mais là, dans le cyber comme ailleurs, hein, c'est qui est derrière ça, c'est quoi l'intention, c'est quoi la manœuvre. Et donc, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, être dans le champ de l'attaquant, en fait. Mais bon, quand vous faites du contre-espionnage, quand vous vous intéressez à Daesh ou quand vous vous intéressez à je ne sais pas quel... Voilà, c'est exactement la même chose. Sauf que là, bon, c'est un peu différent et que les compétences sont un peu différentes à engager. Mais à la fin, le métier, il est exactement le même. C'est-à-dire, OK, nos ennemis, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Pourquoi ils font ça? Qui c'est qui donne les ordres, et si on comprend ça et qu'on est bon au sens d'un service de renseignement offensif et agressif, peut-être qu'on va pouvoir anticiper, parce que c'est évidemment ça, c'est bon, savoir qui a mené une attaque, c'est bien, l'anticiper, c'est mieux, bien sûr, et c'est évident. Je vous renvoie au terrorisme. Alors ça, c'est la première, voilà, donc ça, c'est la première mission d'un service de renseignement dans le domaine de la cyberdéfense. Puis alors, le deuxième volet dans lequel on fait beaucoup de cyber, évidemment, c'est que, mais ça, je pense que pour vous, c'est somme toute assez évident. Le cyber, c'est un terrain de jeu. Donc le monde aujourd'hui est interconnecté. Beaucoup d'informations, enfin l'immense majorité des informations d'ailleurs qui sont produites sont aujourd'hui numérisées. Et donc c'est un terrain de jeu, bien sûr, sans limite pour un service de renseignement. Qui a tout un ensemble de missions autour de la protection de la France, depuis le contre-espionnage, en passant par le contre-terrorisme, la lutte contre la prolifération. Enfin, vous connaissez les missions classiques des services de renseignement. Eh bien, vous pouvez utiliser le cyber pour mener votre mission. Et ça m'amène à un point particulier qui est, il y a une caractéristique d'un service comme le mien quand on s'adresse au cyber, c'est que en fait, on subit très largement le monde dans lequel on est. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple totalement théorique, mais si on va s'intéresser à une prise d'otage, et qu'on sait que les preneurs d'otages utilisent je ne sais trop quelle application, je ne sais trop quel moyen de communication ou je ne sais quoi, ça va devenir pour nous une cible, et ça va devenir une cible immédiate. Et donc en fait, notre terrain d'investissement, les sujets sur lesquels on doit travailler, c'est les sujets de nos ennemis. Donc c'est pas un truc qu'on peut tellement bien planifier. C'est-à-dire, je peux pas faire un plan à 30 ans en disant bon demain, on va développer un char comme ci, un avion comme ça, ou je sais pas quoi. Moi, je suis confronté à des gens qui font des choses, et voilà, ils les utilisent, et c'est ça ma cible, c'est ça la chose que je dois savoir intercepter, que je dois savoir pénétrer, que je dois savoir interpréter, enfin, peu importe le verbe que vous mettez derrière. Donc, je subis, et donc, en fait, je suis confronté à deux injonctions très fortes qui nécessitent d'avoir des gens comme vous autour de moi, c'est-à-dire pas des gens comme moi avec des cheveux gris. C'est qu'en fait, il faut que je sois dans le monde réel tel qu'il est aujourd'hui. Et donc des gens qui maîtrisent, en fait, et qui sont voilà, dans le numérique et qui ont l'habitude d'utiliser. Donc si je vous parle, moi, de qu'est-ce que fait un service de renseignement, enfin, en tout cas, je m'adresse aux plus anciens d'entre vous, vous allez me dire, vous faites des interceptions téléphoniques, par exemple. C'est ça que vous allez me dire. Sauf que, en fait, dans la vraie vie, en fait, les gens, ils téléphonent presque, enfin les jeunes, en tout cas, ils téléphonent plus, quoi. Donc, il faut que je m'intéresse à ce qui est utilisé. Et si des djihadistes se mettent à utiliser je ne sais trop quelle application ou qui télécommuniquent comme ça, et il faut que je m'intéresse à ça. C'est un monde qu'il faut qu'on comprenne, dans lequel on doit être capable de bouger. Et la deuxième injonction vitale pour un service de renseignement, c'est qu'il faut innover. Alors je sais bien, ça fait un peu tarte à la crème de dire il faut innover, tout le monde il faut qu'il innove, mais la vérité c'est que les systèmes, les choses auxquelles on doit s'attaquer, les gens qu'on doit pénétrer, les informations qu'on doit collecter, les systèmes ils ne sont pas faits pour ça normalement.
Et les gens qu'on va chercher à pénétrer, ou qu'on va chercher, sur lesquels on va chercher à se renseigner, ils n'ont pas vraiment envie qu'on fasse ça, hein, par nature. Hein. Et donc il faut qu'on trouve des moyens, il faut qu'on contourne le problème. Donc c'est fondamentalement de l'innovation au sens, faut trouver des idées, quoi. Il n'y a pas besoin qu'elle soit formidable, qu'elle soit super jolie, qu'elle soit formidablement intelligente, qu'elle soit merveilleuse au plan mathématique, mais par contre, il faut que ça marche. Et donc, il nous faut des gens qui soient à l'aise, innovants. Et pardon, je vais pas vous surprendre, mais regardez toute l'histoire. Les innovations, c'est jamais les gens de 55 ans qui les font, en fait. Hein. Einstein, il a tout fait avant 20 ans. Enfin, toutes les grands... Alors, je caricature, évidemment, et j'exagère, et je grossis le trait inévitablement, mais en fait, on a absolument besoin de jeunes qui nous rejoignent parce que c'est eux qui connaissent le monde dans lequel on vit au plan numérique et puis qui vont être capables de penser autrement. Hein, c'est le think different des anglo-saxons pour nous dire ouais, mais peut-être qu'on pourrait faire comme ci et faire comme ça, etc. L'innovation, elle arrive toujours comme ça. Il faut des vieux comme moi pour les encadrer et puis pour les organiser, pour les pousser, pour les payer, etc. Mais c'est quand même eux qui vont faire le... Et voilà, donc voilà, choisir le... Je crois que pour conclure, et pardon si j'ai été trop long, on recrute énormément dans les services de renseignement et dans le monde du cyber. Le ministère des Armées, la ministre l'a dit hier, hein, recrute beaucoup de combattants cyber. Vous mettez derrière combattants cyber à peu près toutes les acceptions possibles du mot, hein, évidemment. Mais on recrute des milliers, le ministère recrute des milliers de combattants cyber. Nous, on en recrute des centaines. Et donc, je dirais, il n'y a pas de difficulté pour les gens qui auraient envie de le faire. Le problème, c'est d'avoir des gens qui ont envie de faire ça et donc de faire connaître ces métiers-là qui ne sont pas intuitifs. Moi, si on n'était pas venu me chercher, je pense que je ne serais pas serais pas devant vous et je ne ferais pas le métier que je fais aujourd'hui parce que voilà, c'est pas intuitif en se disant ok, je vais choisir le métier des armes. Donc quand on se projette, moi si à l'époque quand j'avais votre âge, on m'avait dit ouais, est-ce que tu veux bosser à la DGSE, je pense que j'aurais regardé mes muscles et je me serais dit ouais non, je pense que ça va pas le faire en fait. Donc, mais en fait les muscles il est là-dedans aussi, hein, et puis dans les doigts aussi. Et donc on a besoin, on a impérativement besoin, et donc on a besoin que les jeunes en fait s'imaginent et se disent mais je peux servir je suis bon en informatique, je suis bon en cyber, je suis et quand je dis je suis bon, on a tout le panel et on a toute la gamme. Hein. Enfin, faut pas croire. Alors évidemment, je vais vous expliquer qu'on prend les meilleurs, que les plus forts ils viennent à la DGSE, etc. C'est vrai aussi, mais enfin non. Enfin voilà, on a toute la gamme de gens et qui voilà, dans les métiers, on peut servir son pays au sens étroit du mot servir son pays. On peut le faire, et on peut le faire en étant un ingénieur, en étant dans le cyber, en étant dans l'informatique, en codant, en exploitant des données, en analysant des images, en faisant de l'intelligence artificielle, etc., ou de l'informatique quantique. On peut servir son pays au sens extrêmement étroit. On peut risquer sa vie, malheureusement. On peut risquer sa vie dans ces métiers-là et dans le numérique. Voilà ce que je voulais dire. Pardon, j'ai été long, c'est une longue introduction. Je vais peut-être passer la parole à des gens qui sont là pour le coup vraiment plus jeunes que moi et qui ont une autre expérience et qui vont nous expliquer eux pourquoi est-ce qu'ils ont un peu fait ce parcours ou pourquoi ils ont peut-être. C'est vous la vieille. Bon. Je pense que du coup, moi je suis officier communication, donc la communication c'est aussi le numérique, mais je suis pas spécialisée cyber. Je pense que le fil rouge de nos trois interventions là, de mes camarades autour de moi, c'est l'engagement et se sentir utile. Moi, c'est vraiment ça qui a guidé mon expérience dans l'armée. Vous voyez à ma gauche, on voit pas tellement la différence entre mon camarade qui est d'active et moi. Peut-être que sa tenue est un peu plus impec, mais à part ça, il n'y a pas de différence. Et c'est moi ce que je recherchais. Venant du privé, maintenant évoluant dans le public en civil, on n'a pas les codes militaires, on appelle ça des réservistes ab initio, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun passé militaire, et j'en faisais partie.
Et alors, c'est peut-être aussi un peu, comment dire, ça peut paraître tout à fait logique, mais je me suis engagée après les attentats de 2015, juste après, même si j'avais une appétence pour les problématiques régaliennes. Je savais que la réserve opérationnelle engageait et recherchait des jeunes. À cette époque-là, j'avais 28 ans. Et en fait, c'est venu très naturellement. La garde nationale, du coup, qui nous chapeaute, nous, en tant que réservistes de toutes les armes, a été créée donc, sous François Hollande en 2016, le 13 octobre 2016, donc un peu moins d'un an après les terribles attentats du Bataclan. Et du coup, en fait, tout m'a semblé beaucoup plus limpide à ce moment-là. Et j'ai fait ma formation militaire initiale du réserviste début 2016. Et tout est allé très vite. Et ce qui est très agréable dans le monde militaire et très grisant dans l'armée de l'air, je vais parler pour ma paroisse, c'est de se sentir complètement faire partie d'une même famille. Et c'est ce que aujourd'hui je fais depuis plus de 6 ans. Et je fais en ce moment près de 60 jours par an. Alors c'est parce que je le peux aussi. Et voilà. Donc je reviendrai sur si vous avez des questions ou si vous jugez que c'est intéressant sur exactement les éléments de mon parcours. Mais voilà ce qui définit un peu mon engagement. Du coup, pour ma part, moi, je venais totalement du civil avant. Une école privée en informatique à Bordeaux, très généraliste au début, qui s'est soldée par une spécialisation de manière très tôt en cyber. J'avais une appétence qu'on m'avait partagée via d'autres anciens élèves qui, eux, étaient déjà en 4e, 5e année, qui nous avaient montré 2-3 petits trucs techniques, purement. Et puis une appétence qui est devenue de plus en plus grandissante et de plus en plus envahissante, jusqu'au moment où on arrive dans un cursus scolaire, tout du moins dans le privé, où on a l'opportunité de partir en entreprise pour découvrir le vrai terrain, ce qui est vraiment, ce qui se fait vraiment dans les entreprises, et pas uniquement le terrain de jeu qu'on nous apprend à l'école avec les sites de challenge ou d'entraînement où on se fait la main et on fait des concours de performance. Et c'était un terrain qui n'était pas évident parce que forcément, en tant que jeune, on a parfois des difficultés à rentrer dans des entreprises. Tout du moins, il y a de ça maintenant 4-5 ans. C'était pas évident pour un jeune d'à peine 20 ans de pouvoir réussir à rentrer dans une entreprise pour faire de la cyber et se dire, voilà, bonjour, j'ai 20 ans, je viens prendre vos clés de votre SI et je vais essayer de le sécuriser. On vous dit, t'es gentil, mais non. Donc c'est pas tout le temps évident. Avec mon collègue qui était de ma promotion, on a assez galéré pour trouver, et puis au final on s'est dit pourquoi pas l'armée en fait. C'était quelque chose qui était possible. On ne savait pas si les offres, c'était un peu trouble. C'est une époque où l'apprentissage n'était pas encore forcément démocratisé, où on ne s'était pas encore développé à 100% dans le ministère des Armées, et on arrivait au moment où ça commençait, et on a eu cette extrême chance de pouvoir participer au projet d'apprentissage au sein des armées. Donc moi, pour ma part, dans l'armée de l'air et de l'espace, donc dans une unité opérationnelle, l'escadron des systèmes d'information opérationnelle et de cyberdéfense à Mont-de-Marsan, sur la BA 118. Donc c'était une grosse unité opérationnelle pour la lutte informatique défensive. Et puis pour mon collègue, lui, à la Dirisie, à Bordeaux, lui, pour plus le pôle de sensibilisation nationale. C'était super intéressant, et en fin de compte, c'est ça qui a donné un sens, on va dire, à la chose. Parce que moi, au final, je me suis engagé, mais mon collègue, lui, s'est engagé en tant que civil. Et on a 2 parcours différents, mais qu'au final, qui se sont rassemblés ensemble vers un sens. C'est-à-dire qu'on a vu le terrain, on a vu quelles étaient les opportunités qu'offraient les armées en termes de métiers, en termes de systèmes sur lesquels on pouvait travailler. C'est aussi quelque chose qui est un peu hors norme via les armées. Enfin, moi, c'est ce que je pense, c'est qu'on peut voir des choses et on peut toucher des choses qu'on n'aurait pas forcément l'opportunité de toucher en étant dans des boîtes privées ou dans le civil. Et c'est un immense plaisir. Et après, le sens qu'a donné les unités, les valeurs que nous ont inculquées nos chefs et nos camarades, nous ont forgés pour pouvoir justement prendre la décision de passer dans un engagement purement militaire pour ma part. Parce que j'avais déjà des atomes crochus avec ce genre de milieu. Et pour mon collègue, le milieu de civil. Donc, voilà.
Et du coup, moi, je suis un peu la synthèse de tout le monde, puisque je suis un peu la synthèse de tout le monde, puisque moi, mon engagement, c'est plutôt donc un engagement donc d'action solidaire. Et je pense que ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, enfin, les jeunes ont besoin de sens. On a tous besoin de sens, on est à la recherche de sens. Personnellement, ça a été mon cas. J'avançais dans les études, je choisissais une filière selon mes affinités avec une matière ou une autre, sans réellement savoir si tout ce que j'étais en train d'assimiler, ça allait me servir. Et je pense que j'ai eu besoin de faire cette césure. Donc j'ai demandé une césure à ma fac pour justement aller m'engager en mission de service civique, pour avoir l'opportunité et la chance de faire des choses que j'aurais pas pu faire si j'étais simplement restée dans un cadre scolaire. Et je pense qu'aujourd'hui, même en m'étant engagée chez ma chef entrepreneur, donc une association qui aide les jeunes à prendre confiance en eux, je me suis rendu compte, donc à travers mes échanges avec les jeunes, qu'on avait tous besoin de sens, qu'on était tous un peu paumés des fois, qu'on ne savait pas forcément si ce qu'on choisissait, c'était fait pour nous. Des fois, on choisit une filière parce qu'on a une idée d'un métier, mais on ne sait pas réellement est-ce que ça nous parle ou est-ce que ça va vraiment nous parler. Et je pense qu'aller en mission de service civique, ça peut aider un jeune réellement à s'orienter, parce qu'en arrivant sur place, on découvre des métiers, on s'intéresse, on s'interroge, on se découvre soi-même, on met en avant nos compétences, des compétences qu'on savait faire mais qu'on ne mettait pas forcément en avant à l'école. On apprend de nouvelles choses. Et je pense que réellement, il faudrait que tous les dispositifs qui permettent aux jeunes de s'engager soient beaucoup plus connus. Aujourd'hui, le service civique, c'est quelque chose que les jeunes y font quand ils n'ont pas de stage ou quand ils ne trouvent pas d'emploi, alors que c'est quelque chose qui est disponible dès 16 ans. Et je pense que c'est réellement important de faire connaître ces dispositifs aux jeunes, de leur permettre d'avoir réellement le choix de faire ou non un service civique, et tout simplement de tendre la main à un jeune, de lui proposer aussi de faire des missions qu'il n'aurait pas l'occasion de faire avec le diplôme qu'il a actuellement. Moi, c'est la chance que j'ai eue, en tout cas en rentrant chez Maxi Entrepreneur. Et je pense que tout au long de mon parcours, j'avais pas eu l'occasion de faire ça. C'est vrai que j'ai fait des jobs étudiants. Et ce qui est bien avec les jobs étudiants, c'est que on a ce côté assez opérationnel. C'est-à-dire que effectivement, on va avoir des compétences, mais c'est pas forcément des compétences qui vont réellement nous servir après, même si ça va nous donner par exemple le goût de l'adaptabilité, le fait d'aimer faire plusieurs tâches en même temps. Mais je pense que réellement avoir une mission beaucoup plus technique, qui peut être en communication, en partenariat, ou peu importe, même dans l'armée, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment réellement aider un jeune dans son orientation. Et aujourd'hui, je pense qu'au-delà de la théorie, on a besoin de plus de pratique. On a vraiment besoin de se découvrir, de voir que on est capable de faire d'autres choses. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai vu durant mon service civique. Et donc voilà. Et donc, c'est quoi l'image un peu du service civique chez les jeunes aujourd'hui? Parce que vous avez dit en fait, c'est quand je trouve pas stage, je me tourne vers le service civique. Et en même temps, les armées, il y a une espèce de chose surprenante, puisque les armées, en fait, elles ont besoin d'un maximum de personnel. On développe ce service civique et en même temps, on n'arrive pas à... Comment vous expliquez ça? Je pense que c'est tout simplement parce qu'il y a une mauvaise sensibilisation. Je pense que, par exemple, le service civique, c'est disponible dès 16 ans. Mais très peu sont les jeunes à qui j'en parle, qui le connaissent. Donc à chaque fois, tout le monde est « mais qu'est-ce que c'est le service civique ?» Je pense qu'il faudrait une meilleure sensibilisation. Ça peut venir de la part des professeurs. Même moi, mon envie d'aller en service civique, ça a juste été mon prof d'histoire qui a pris le temps d'en parler. Et je pense que réellement, s'il y avait une meilleure sensibilisation par rapport à tous les dispositifs qui existent, et permettre donc vraiment aux jeunes de faire le choix. Je pense qu'aujourd'hui, le service civique a une mauvaise image parce qu'on le fait, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on ne trouve pas de stage, parce qu'on ne trouve pas d'emploi. Et donc, on a l'impression qu'ensuite, c'est une forme d'exploitation. Alors que si réellement quelqu'un décide d'aller en service civique, il ne le verra pas comme une forme d'exploitation. Et il y aura moins ce sentiment d'être frustré, d'être quelque part parce qu'on n'avait pas le choix d'être là. Et réellement de découvrir, une mission, un métier, et voir une profession, et peut-être de se découvrir des passions. Voilà.
Et donc après, pour vous, si c'est pas indiscret, sans préjudice de témoigner de l'intérêt du service civique. Pour moi, Vous allez reprendre vos études et... alors moi j'ai déjà repris mes études, puis du coup Ouais. j'ai fait un semestre de césure, et donc j'ai refait mon second semestre. Et du coup pour moi le service civique ça a été, comme je vous ai dit, l'opportunité pour moi de voir que j'avais réellement choisi la bonne filière, parce que j'étais pas vraiment sûre. Et je pense que grâce au service civique, je sais maintenant vers où je vais m'orienter. Ça m'a vraiment largement aidée. Et ce que j'ai fait, c'est que du coup, on peut faire une année de césure. Donc, en fait, je vais en refaire une autre l'année prochaine parce que je trouve que la césure, c'est pas assez exploité. Dans d'autres pays d'Europe, c'est obligatoire. Enfin, on demande aux élèves de faire une année de césure. Et en France, c'est vrai qu'on a cette vision un peu des études linéaires. On trace et on arrive à la fin et après, on vient découvrir est-ce que j'aime le métier que j'ai choisi ou est-ce que je ne l'aime pas. Et je pense que c'est vrai que de prendre ce temps aussi de se découvrir, de prendre ce temps de se poser les bonnes questions pour bien s'orienter, pour ne pas avoir à recommencer des études ou ne pas avoir à changer de filière. Je pense que c'est quelque chose qui manque dans les études. Donc, personnellement, moi, j'encourage toutes les personnes qui prennent des années de césure ou qui prennent du temps en dehors du cadre scolaire pour aller se découvrir. Je pense que c'est important. Aujourd'hui, la moyenne d'âge de fin d'études en France, elle est hyper tôt par rapport aux autres pays d'Europe. Et je pense que c'est ce qui fait aussi qu'il y a beaucoup de frustration. Parce qu'effectivement, quand on se fait une idée d'un métier et qu'on arrive et qu'en fait, c'est pas du tout à quoi on pensait, on se dit, bon, je me suis trompée, je vais recommencer. On est un peu perdu. En fait, on suit un peu, on choisit ses filières en fonction d'une affinité avec une matière, alors que c'est pas forcément ce qu'on a. Enfin, quand on va arriver sur place, c'est pas forcément ce qui va nous attirer le plus, ce qui va nous donner envie, en tout cas, ce qui va donner du sens, parce que je pense qu'aujourd'hui, le sens, c'est important. Le matin, quand on se réveille, on aime bien aller à un travail qu'on aime bien. Je pense que tout le monde aimerait aller à un travail qu'il aime bien. Je pense que tout le monde aimerait avoir donné du sens en tout cas à ce qu'il fait. Et je pense que, en tout cas, toutes les formes d'engagement peuvent être vraiment un moyen d'émancipation et qui devrait être beaucoup plus mis en avant à l'école, sensibiliser davantage les jeunes à n'importe quel dispositif. Par exemple, moi, tout de suite, je découvre tout ce qui est armée. C'est vrai qu'on n'est pas trop sensibilisé à l'école là-dessus, mais je pense que c'est hyper intéressant et je pense que chaque jeune peut avoir, en tout cas, peut se découvrir à travers une forme d'engagement. Vous avez conclu ce que je voulais conclure, merci. Non, mais je crois que ce qui nous partage, c'est le sens, effectivement. Et moi, j'ai envie de vous demander, là, donc en ayant choisi l'armée de l'air, le cyber, ça répond à cette quête de sens. Enfin, vous trouvez le sens, ou plus précisément, est-ce que ce que vous projetez dans les 5-10 ans qui viennent, vous avez l'impression de répondre à ça et de donner un sens à... donner un sens à sa vie, c'est un peu pédant, hein, pardon, mais enfin, vous m'avez compris, quoi. Je vous ai compris, oui. Oui, c'est pour moi. Je vous ai compris. Oui, c'est un peu l'aboutissement de tout ce qu'on a fait jusque-là. C'est-à-dire qu'au final, mes 3 ans d'apprentissage m'ont montré une vision des armées, ou tout du moins de ce que je pouvais rechercher, de ce que je pouvais faire, des possibilités qui m'étaient proposées. Et en ayant discuté longuement avec mon ancien commandant d'unité, mon ancien chef de service, de ce que je pouvais avoir grâce à ça, et aussi en ayant aussi regardé dehors, hein, parce qu'on n'a pas uniquement un tunnel vision, comme on pourrait dire, sur uniquement l'armée. Même en ayant regardé ce que font mes collègues, eux aussi, dans leurs alternances respectives, parce qu'il n'y avait pas que des gens au ministère des Armées, et heureusement qu'il y avait justement cette diversité dans mon ancienne promotion de mon école privée. Et ça m'a permis d'essayer de partager des opinions et de savoir exactement où est-ce que je voulais aller. Et ces 3 ans m'ont vraiment permis de synthétiser le fait que je voulais me destiner à ça. Et après, ça s'est concrétisé dans le concours sur titre de l'école de l'air, concours externe sur titre, et mon accession à l'école de l'air. Mais alors, dans 5-10 ans, vous voyez faire quoi? Enfin, à part me piquer ma place, mais ça, c'est bon, ok, mais dans 5-10 ans, admettons. Vous piquez votre place, peut-être pas tout de suite. Je me destine. Je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin, j'ai encore énormément de choses à apprendre.
J'en apprends tous les jours et encore plus à l'école de l'air. Il faut savoir que c'est bien d'avoir de la technique, tout du moins en cyber, mais pour pouvoir commander et gérer des gens, c'est des compétences qu'il faut obtenir aussi. Le leadership, les stratégies de défense et tant d'autres choses. Même le savoir militaire et les faits militaires sont importants. Et ça, c'est ce que l'école de l'air nous inculque tous les jours, ainsi que les valeurs de l'aviateur. Et oui, moi je l'espère que dans quelques années, je pourrai accéder au commandement de la cyberdéfense, par exemple, ou retourner dans mon ancienne unité opérationnelle pour justement pratiquer la cyberdéfense de manière technique et aussi managériale. Et je l'espère à un niveau stratégique quand je serai grand, comme diraient certains. Et là, vous avez l'impression en faisant ça, vous avez l'impression de servir votre pays, de servir la technique. C'est quoi si on va au fond un peu J'ai l'impression de servir mon pays, oui, parce que au jour le jour, on fait de la lutte informatique défensive. Tout du moins, dans mon ancienne unité, on faisait de la lutte informatique défensive complètement. Donc, en fin de compte, on essayait de sécuriser au maximum et de rendre les systèmes d'information du ministère de plus en plus protégés et de moins en moins, on va dire, emprunts à la menace. Donc on a ce sentiment de servir et encore plus, je pense, après mon stage au ComCyber, on a encore plus ce sentiment de servir son pays quand on fait des analyses ou des recherches sur des vulnérabilités qui pourraient impacter certains systèmes. Et vraiment, le but ultime étant de protéger le ministère des Armées et donc, in fine, les opérations qui pourraient être extérieures comme intérieures, les aéronefs qui flottent au-dessus de nous, les bâtiments marins, ainsi que les chars. Merci. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Vous êtes dans la communication, donc comment on fait en fait pour convaincre en fait moi je veux dire, on a le concours Al-Kindi, donc le concours Al-Kindi, la DGSE, donc sur la crypto, et on regarde un peu, on voit des gens ultra motivés, on voit aussi d'ailleurs 50% de filles, 50% de garçons, donc on se dit ok, c'est formidable. Et puis on regarde un peu ce qui sort après bac, et puis là on se rend compte que il y en a beaucoup qui vont faire du droit, Sciences Po, Dauphine. Et puis on voit les filles partir dans des métiers qui ne sont pas... Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse en fait pour... je m'adresse à vous, puis les autres aussi peut-être, vous avez un avis, mais sur convaincre nos enfants, je devrais dire, enfin les miens ils ont quitté le système scolaire, mais de rejoindre ça parce que la quête de sens elle existe, c'est vrai, hein. Je pense chez tout le monde, enfin, en tout cas quand on interroge, et en même temps, pour autant, on n'en a pas assez qui vont dans ces métiers. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse en fait parce que bon, je pense que nous, on a des réponses, mais elles sont probablement pas adaptées. Donc, moi, je pourrais rebondir sur le discours de Mademoiselle tout à l'heure sur le fait qu'en fait, il faut, en effet, la sensibilisation, je pense que c'est un peu le fil rouge des discours, mais qui devrait venir aussi du gouvernement. Je pense que moi, là, je vais parler encore une fois, pour moi, mais on pourrait aider beaucoup plus les jeunes dans leur réflexion, que ce soit sur évidemment des témoignages. En fait, je pense que les jeunes ont besoin évidemment de rencontrer durant des salons. Moi, j'ai fait plusieurs fois le Bourget, où j'ai eu la chance de le faire 2 fois, et j'ai jamais été aussi motivée d'essayer de parler de mon expérience dans la réserve opérationnelle et de dire vous pouvez avoir un pied dans la vie civile, un pied dans la vie militaire, et concrétiser. Après, pourquoi pas s'engager, avoir une certaine limite d'âge. Je pense qu'il faut désacraliser, en tout cas, encore une fois, moi je reviens au monde militaire, il faut désacraliser le fait de s'engager. On peut très bien se désengager, je ne veux pas du tout dire qu'il faut le faire, mais pour ma part, moi j'ai aussi choisi, parce que j'aurais pu m'engager en tant que militaire d'active. Bon, j'avais plus beaucoup de temps, mais j'aurais pu le faire. Et en fait, je pense qu'il faut... le dispositif de la réserve opérationnelle aussi n'est pas forcément très, très valorisé. Alors, c'est différent du service civique, mais moi, pour le coup, quand j'en parlais, on me disait, mais attends, tu fais de la protection du territoire national, tu vas dans les gares,
alors moi, j'ai choisi de garder de travailler toujours dans la communication. J'aurais pu faire autre chose. J'aurais pu, j'en sais rien, en effet faire de la protection de base. J'aurais pu faire plus de l'encadrement de formation du réserviste. Et en fait, je leur dis non, je fais de la communication, mais je la fais de la communication différemment, avec d'autres codes. Et en fait, ça, pour moi, ça a été une expérience, et ça l'est toujours en termes d'adaptabilité. Je rejoins encore ce que tu as dit tout à l'heure. C'est pas de la communication comme de la communication civile. Alors moi, j'espère apporter un peu de fraîcheur avec les codes civils. J'ai travaillé plus de 3 ans au MEDEF, donc je viens quand même du monde privé. Et j'essaie, pas du tout que je pense que je pouvoir bousculer les codes. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant quand on n'a aucun passé militaire, c'est d'avoir ces 2 casquettes qui, je pense, méritent énormément d'être connues. Et alors, on essaie de le faire. Moi, j'essaie de participer à le plus de tables rondes. J'ai aucune action dans l'armée de l'air et de l'espace, donc c'est pas moi qui vais... Mais moi, j'adore quand les jeunes viennent me poser des questions. J'en ai suivi pas mal. Voilà, je pense qu'au même titre que le service civique, il y a une vraie... richesse, une valeur ajoutée. Et c'est pas parce que moi je suis pas dans le monde cyber que j'ai pas l'impression aussi de servir mon pays quand je fais de la com. Moi j'ai l'impression de servir mon pays tous les jours. Là en ce moment du coup je suis entre 2 contrats dans la fonction publique. Et j'ai demandé à mon commandant d'unité de passer de 30 jours à 90 jours. Donc en fait ça fait 3 mois que je fais de la réserve. Du coup je me lève le matin comme n'importe quel militaire. Ça fait 6 ans que je suis dans mon unité, donc on connaît très bien. Là, en ce moment, je travaille pour la direction des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace. Je refais leur site. Alors, c'est pas du cyber, mais c'est aussi un peu de la technique. Et j'ai l'impression d'aider les aviateurs, et in fine, d'aider mon pays. Donc, en fait, ça peut être un peu pédant. Mais moi, j'ai une fierté de porter l'uniforme et de redevenir civile après. Et voilà, je pense que du coup, par contre, je n'ai pas, pour répondre à votre question, je ne sais pas comment on pourrait faire pour que ce soit quelque chose qui soit plus valorisé, plus compréhensible, avec des mécanismes qui soient plus clairs en fait. Et ça, je ne sais pas si c'est pendant en effet les études. Voilà, j'ai pas la réponse. Je ne sais pas ce qu'on peut faire. Je ne peux pas ce que le gouvernement peut faire ou l'éducation nationale. Alors, moi non plus, je n'ai pas forcément la réponse, mais je pense que je rebondis sur ce que tu as dit. Je pense que c'est vraiment l'image. Je pense que l'image qu'on se fait, par exemple, des métiers de l'armée. Moi, je sais que les métiers de l'armée, on nous en a parlé une fois. C'est quand j'avais 16 ans et que je suis partie, du coup, à la journée de citoyenneté. Voilà. Et donc, c'était la seule fois qu'on a parlé. Et c'est vrai que c'est passé très rapidement. Donc, on écoute, on regarde. Mais on n'a pas forcément des témoignages, on n'a pas forcément des gens qui en parlent réellement, on n'a pas forcément... on se fait une image par rapport à ce qu'on voit, on se fait une image aussi par rapport à ce qu'on voit, ça peut être à la télé ou... Il faut des bonnes séries télé. Voilà, voilà. Donc, oui, mais on ne nous conseille pas forcément les bonnes séries, donc on regarde et on se dit, bon, moi, c'est vrai que moi, si on me dit l'armée, je vais dire, ok. Parce que je pense que forcément, on n'est pas réellement sensibilisé. Et effectivement, pour rebondir, je pense que les formes d'engagement, c'est hyper important parce que ça permet aussi ce sentiment d'appartenance à un territoire. Je pense qu'à un moment donné, on a tous besoin, peut-être pourra, mais je pense que de créer cette unité. Et je pense que, comme je veux dire, l'armée ou par exemple le service civique, c'est bien pour unir les jeunes, c'est bien pour unir la société, c'est bien pour créer un sentiment d'appartenance sur le territoire. Et au-delà de ça, je pense que c'est important parce qu'il y a des liens intergénérationnels qui sont créés. Et donc, je pense que juste, en fait, c'est l'image et je pense une sensibilisation beaucoup plus tôt qui doit être faite. Réellement bien fait, je ne sais pas, peut-être des intervenants, peut-être des professeurs... mais réellement qu'on comprenne les métiers, qu'on ait des gens comme vous qui passent dans les classes pour nous raconter, qu'on ait... Enfin voilà, réellement, parce que moi, j'en ai entendu parler une seule fois et plus jamais de ma vie. Donc je pense que c'est ça aussi qui joue beaucoup sur le mental. Et voilà. Merci. Alors, il y a peut-être des questions dans la salle, plus sur le parcours, sur le cyber d'ailleurs, avant qu'on continue. Là, ça fait 1 heure qu'on cause, donc est-ce qu'il y a des gens... Il y a un micro, je crois, ou il y a des micros qui circulent si besoin, mais est-ce qu'il y a des
questions? Ouais, Bernard. Forcément, Bernard. Je suis allé en Israël voir l'écosystème il y a 2 ans en détail. Et j'ai vu en particulier la connexion avec les... Je crois qu'il y a des connexions très très fortes qui se font dès la 3e, hein, quasiment. Alors dans un objectif qui n'est peut-être pas le même que le nôtre, hein, c'est de préparer quand même leur service militaire, etc. Mais je pense que commencer à discuter avec les jeunes, par exemple de cyber, dès la 3e, ça pourrait être avec une vision un peu servir son pays, quoi, hein, pas uniquement devenir un méchant hacker, mais expliquer à un jeune que finalement il peut servir son pays en faisant de la cyber dès la 3e. Voilà. Est-ce qu'on envisage de le faire en France ou pas En tout cas, tu as raison, hein, on le voit dans le concours Al-Kindi. Enfin, moi, le concours Al-Kindi, c'est toujours le moment de l'année où j'ai l'impression de reprendre un coup de... Mais en maths, j'ai l'impression que ça marche très bien. Ouais. Mais est-ce qu'on ne peut pas l'étendre à d'autres domaines? En tout cas, je vous recommande, hein, pour les chefs d'entreprise qui sont dans la salle ou les gens, d'aller faire ça et d'aller au contact des élèves de 3e ou seconde. Alors, en plus, ça fait du bien, vous imaginez pas. Enfin, quand vous êtes engoncé dans vos problèmes administratifs ou autres, et puis que vous vous retrouvez au milieu d'un groupe de jeunes motivés et que vous vous dites waouh, vous avez envie de rajeunir d'un grand coup, mais surtout vous dites bon, ok, l'avenir de la France est assuré quand même, parce qu'on voit des gens. Non, je suis d'accord. Je pense que c'est les âges aussi où on peut agir. Nous, on verra dans quelques années si, avec les concours qu'on a organisés, on a quand même beaucoup, des dizaines de milliers de candidats chaque année. Hein. Est-ce que c'est efficace ou pas? On essaye en plus de le matiner de renseignements, mais pas que, hein, parce que voilà, le gars qui va faire de l'informatique dans une start-up ou dans une grande entreprise, c'est bien aussi. Enfin, voilà, il sert son pays de la même façon, pas de la même façon, mais il sert aussi son pays. Donc, de toute façon, peu importe, je dirais, à la limite. Du moment qu'il s'éclate et que voilà, il est utile et qu'il amène un savoir-faire. Voilà. Enfin, en tout cas, on a clairement un sujet. C'est aussi l'intérêt de la Fabrique Défense, moi je trouve, hein, d'organiser ces contacts et puis voilà, y compris de le faire en province comme c'est prévu. Plus on le fait, nous on essaie de faire des vidéos par exemple sur YouTube. Alors je sais jamais si on s'adresse vraiment sur extrêmement compliqué quand vous avez mes yeux de me dire est-ce que le message qu'on envoie il est reçu par vous, hein, forcément, parce qu'on n'a pas les mêmes yeux, enfin biologiquement si, mais dans le cerveau non, à cause de l'âge. Mais bon, voilà, donc on essaye de faire ça, mais bon, après, avec une efficacité. Oui, vous vouliez intervenir? De l'abaisser, merci, à 15 ans, justement pour prendre en compte cette spécificité et ce besoin particulier. Voilà. Moi, j'ai une question qui est donc plus minard, mais aussi là, pour le coup, si vous parlez des problématiques de recrutement et d'attractivité, quand moi, j'essaye de vendre le minarme, mais pas de le vendre, mais de dire que ce soit à mon entourage ou à des jeunes, mais regardez, justement, moi, je sais, pour avoir des amis dans le cyber, etc., je leur dis, mais pourquoi pas le minarme, etc. Et tous me répondent la même... Enfin, à votre avis, qu'est-ce qu'ils me disent? Ça paye pas, quoi. Je vais violer un secret, j'espère qu'on ne me mettra pas les bracelets. Je recevais un certain nombre de mes contractuels, je faisais un petit déjeuner avec certains de mes contractuels au service, et où on évoquait cette question. Alors, c'est pas 100% vrai. Alors, la vérité brute, telle que je peux vous la transmettre, c'est que en sortie d'école, c'est un des inconvénients, des avantages du système français. Vous savez, le diplôme, ça a beaucoup de valeur. Bon, moi, j'en suis le résultat de ce truc-là, donc je ne vais pas cracher dans la soupe. Mais donc, grosso modo, en sortie d'école, en fait, que vous alliez au Minarme ou que vous alliez donc à la DGSE ou que vous alliez, je sais pas où, ou dans une boîte, grosso modo, vos salaires vont être grosso modo similaires. Enfin, en tout cas, la différence va pas être significative. Évidemment, quand on vieillit, là, les choses changent. Donc, l'administration paye raisonnablement, mais évidemment, voilà, dans des métiers en tension, typiquement dans le numérique, évidemment, c'est difficile de lutter contre Facebook, Microsoft, Google, Apple, ou enfin, je cite des entreprises étrangères pour ne pas citer d'entreprises françaises, mais enfin, peu importe, vous m'aurez compris.
Donc, de fait, après, je dirais, il faut agir sur d'autres leviers. Moi, je peux parler des miens, hein, mais chacun a les siens. Hein, donc, c'est pas D'abord, à la DGSE, on fait des choses qu'on fait nulle part ailleurs, pour dire les choses crûment, on va dire, que je détaillerai pas. Mais donc, il y a des gens qui ont envie de faire des choses et qui ne peuvent les faire légalement, j'insiste, que à la DGSE. Deuxièmement, on est dans le concret. Enfin, je veux dire, c'est comme moi, j'ai un fils qui a fait des études de médecine parce qu'il voulait sauver des vies, quoi. Enfin, il trouvait que voilà, le seul métier utile, c'est celui de médecin parce que ça sauve des vies. Bon, nous, on a parfois l'impression d'être aussi extrêmement dans le concret. Donc, on est vraiment dans le concret d'aider son pays, de le renseigner, etc. Donc, il y a des côtés. Donc, on essaye d'appuyer sur d'autres ressorts et je pense qu'on tous ici, là, on a tous des mécaniques, on est des êtres humains, donc on est des choses très compliquées. Et donc, voilà, on obéit à des injonctions contradictoires, des situations personnelles, des envies, des trucs. Et donc, on arrive. Et finalement, moi, quand je regarde, alors j'ai un turnover important, j'ai beaucoup de gens qui nous quittent parce que voilà, ce qui n'est pas non plus dramatique, hein, parce que c'est bien que les gens ils aillent. D'abord, on irrigue le secteur et ça c'est très bien, hein, par ailleurs. Et puis deuxièmement, je vous dis, il faut qu'on fasse rentrer des jeunes. Donc de toute façon, c'est pas forcément une mauvaise chose. Et en fait, on trouve des gens qui voilà trouvent ces motifs. La seule vraie difficulté, c'est ce que vous disiez dans l'apprentissage. C'est qu'évidemment, ça se travaille. Enfin, c'est pas instantané. Et donc, c'est le rôle des managers, hein, partout, de bien appuyer sur... Voilà, il y a des choses qui ne sont pas terribles. Nos locaux, typiquement, alors, la DGSE s'installera à Vincennes, comme vous le savez, dans quelques années. Donc, ce sera formidable. Mais aujourd'hui, là, nos locaux, c'est pas Facebook. Hein, donc, et c'est pareil, nos salaires, c'est pas Google. Hein. Maintenant, il y a d'autres trucs. Donc, voilà. Donc, après, voilà, ça dépend des gens. Et il faut appuyer. Je pense qu'il faut appuyer. On ne le fait pas assez, la vérité. Hein. C'est pas faux, hein, c'est pas assez. Et puis bon, j'essaye de me dire que les jeunes, il n'y a pas que l'argent. Pardon, hein, c'est un peu, mais bon, c'est un peu bateau. On est la preuve vivante que c'est pas que l'argent. Mais c'est juste que je pense qu'en effet, et peut-être là, ça fait référence à votre question initiale, c'est qu'il faut appuyer sur les leviers des valeurs. Mais chez les très jeunes, objectivement, le sujet, il n'existe pas vraiment. Enfin, en France, il y a des gens qui pourraient en témoigner ici, hein, des chefs d'entreprise. Je vais en sortie d'école, grosso modo, quand même, les salaires en France, ils sont à peu près, il y a des abacs et c'est à peu près. Donc, des très jeunes, je dirais, ils peuvent aller où ils veulent, ils auront grosso modo les mêmes salaires. Après, il y a des exceptions toujours, mais c'est après, évidemment, que ça joue. Il y a une question, ouais. Quand vous dites que donc vous avez un turnover qui est assez important, est-ce que vous avez un retour de savoir pourquoi justement les gens partent? Oui, on le fait ça. Alors, c'est difficile le sujet de vous à moi. Le sujet rémunération, il apparaît toujours, mais c'est jamais. Un emploi, c'est comme un mariage, et donc un divorce, c'est jamais le résultat d'un truc. C'est toujours un ensemble de choses. Bon, c'est pareil. Hein, donc, l'essentiel, et puis ça dépend des périodes. Moi, j'ai vécu l'an 2000, par exemple. J'étais déjà au service en l'an 2000. Bon, j'ai eu énormément de départs parce que voilà, il y avait une aspiration. Puis les années d'après, ça s'est bloqué. Donc, sans préjudice de la rémunération, il y a quand même beaucoup en ce moment. Il y a deux phénomènes qui jouent. Je vous partage. C'est l'attirance pour la start-up. Je pense que c'est aussi un résultat d'une formation et d'un modèle, c'est-à-dire la toute petite entreprise où voilà, on va être 5 et puis il n'y a pas de DRH, il n'y a pas de responsable sécurité, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de... Voilà, on est 5 ensemble, on mange des pizzas et on développe. Donc il y a ce modèle qui attire par rapport à une structure... la DGSE, c'est comme les armées, hein, c'est quand même... et puis Dieu merci, enfin, on est un truc dangereux, nous, hein, donc c'est un peu quand même... voilà, c'est un peu carré et cadré quand même, et Dieu merci, heureusement. Hein.
Et il y a cette première attirance du truc plus léger, plus simple, plus rapide, plus instantané. Après, ils en reviennent aussi, comme toujours, parce que bon, c'est toujours. Et puis, le deuxième, évidemment, il y a l'attirance. Dans la période actuelle, vous n'allez pas être surpris, il y a l'attirance de la province, le télétravail, etc. Ce qui est pour le coup, dans mon domaine, n'est pas vraiment possible pour des raisons de sécurité, etc. Et donc, il y a une vraie attirance sur plus les. Moi, j'ai beaucoup de jeunes, ils vieillissent, ils se marient, ils ont des enfants. Bah, si vous voulez, la province, c'est plus facile pour eux. Enfin, j'enfonce des portes ouvertes pour le coup. Ça, c'est les gros critères. Puis après, vous avez tous les cas individuels de gens. Mais c'est essentiellement ça. Et ceux qui tiennent, c'est beaucoup pour le sens, de fait. C'est qu'ils trouvent leur compte dans le. Après, c'est un mélange, comme toujours. Alors, j'aurais pensé, parce que ça a été mon cas, parce que j'avais envoyé mon CV, alors il y a 20 ans, à la DGSE. Ce qui m'avait freiné, en fait, c'est la segmentation de l'information, et que justement, quand on est alors moi, j'étais pentester, j'ai été hacker il y a 20 ans, et ça dénote d'une curiosité et d'une envie de savoir, etc. Et finalement, mon frein, j'étais prêt à mettre de côté le salaire. Alors aujourd'hui, ça va être plus compliqué. Mais ce que j'étais pas prêt il y a 20 ans, à mettre de vrai. côté, c'était la segmentation de l'information au sein de cette maison. Et quand on a cet état d'esprit-là, on a justement, à mon avis, il y a un petit problème. Il y a un mariage qui est compliqué. Alors c'est plus vrai. Alors plus précisément. Ça reste toujours vrai, et puis, c'est dans toutes les entreprises et toutes les organisations. Je suis sûr qu'il y a des gens qui pourraient témoigner. On a une information, on n'aime pas la partager. Donc la culture fait que. Mais c'est plus vrai, et pour une raison, et je vais rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que aujourd'hui, pour collecter du renseignement, si vous ne parlez pas avec vos voisins techniques, vous n'y arrivez pas. Historiquement, vous aviez des lignes de techniques de renseignement, je ne sais pas quoi, moi, des interceptions satellitaires, des gna. Voilà, vous aviez des gens qui faisaient des trucs, et puis ça marchait, ça produisait du renseignement en silo, chacun, les gens qui faisaient du renseignement humain, des gens. Enfin, grosso modo, collecter du renseignement, il y a 3 façons de le faire. Soit vous allez le prendre techniquement, soit vous allez le prendre à quelqu'un qui va vous le dire, qui va trahir d'une certaine façon, entre guillemets, et puis la troisième, c'est d'aller le voler au sens physique à la James Bond, quoi. Donc, et dans les techniques, là, je pourrais vous en citer 50 des techniques pour aller recueillir du renseignement. La vérité, c'est plus aucune de ces techniques, elle, toute seule, ne marche aujourd'hui. Parce que le développement du chiffrement, de la sécurité, de trucs, de machins, des bidules, aucune de ces techniques qu'on a historiquement, typiquement l'interception classique, pince-croco sur le téléphone, vous voyez, toutes ces techniques-là ne marchent plus, en fait, toutes seules. Donc aujourd'hui, vous êtes obligé pour recueillir du renseignement, avoir un effet, de combiner des capacités. C'est un impératif. Mais je pense que n'importe quelle entreprise tech, elle est dans le même phénomène. Mais alors nous, c'est particulièrement vrai. Et donc, on sera d'autant plus performant qu'on est capable justement de combiner des gens qui ont des métiers différents et qu'on va mettre ensemble et qui font. C'est pour ça qu'on a des incubateurs, qu'on a des plateformes. C'est pour ça qu'on va à Vincennes. Parce que nos locaux aujourd'hui, ils sont en bureau, c'est des anciennes casernes, ça a un certain charme pour ceux qui aiment, mais c'est pas du tout adapté à notre métier qui est ce que je vous disais, on a un problème, on met une task force, on essaye, et puis je pourrais vous donner des exemples, non je peux pas, mais où on voulait absolument recueillir tel type de renseignements et on a aligné plusieurs équipes, certains sont partis dans la direction A, d'autres dans la direction B, d'autres dans la direction C. On ne savait pas exactement laquelle allait marcher. Et dans le cas, on a mis des gens de plusieurs, des ingénieurs, des gens du cyber, des hackers, des gens du traitement du signal, des gens de l'analyse de la donnée, des gens de l'analyse géospatiale, etc. Vous les mettez ensemble. Et donc, je dirais, un service de renseignement qui fait ça, ce que vous dites là, qui était vrai, c'est archi vrai ce que vous disiez. En fait, j'ai été ultra influencé par le bouquin de SDEC, Service Secret, qui était la personne qui a monté le SDEC avant la DGSE, qui expliquait justement tout ça, la segmentation. Oui, parce que c'est le mythe du contre-espionnage.
Vous savez jamais si votre voisin... L'histoire des services secrets, pardon, on va faire un peu d'histoire, mais c'est mon voisin est peut-être un espion dans le bureau d'à côté, donc surtout je lui montre pas. Ça, c'est la culture historique, endémique, si j'ose dire, des services de renseignement après-guerre qui étaient dans le contre-espionnage. Et dans le contre-espionnage, ça reste vrai, hein, ce que je dis. Hein, simplement. Alors le risque, évidemment, de ce que je vous explique, c'est que vous exposez, parce qu'on fait des choses secrètes, clandestines, dangereuses, et donc on est obligé de mettre plus de gens au courant. Donc évidemment, on est obligé de gérer ça. Bon, c'est pas génial, hein, donc on a quand même cette espèce d'injonction contradictoire, mais de toute façon, c'est simple, hein, mais alors c'est biblique, c'est-à-dire si on fait pas ça, on n'y arrive pas en fait, la vérité. Aujourd'hui, voilà, l'exemple typique, c'est la crypto, hein, la crypto HTTPS classique avec des grands, ça se casse pas. Enfin, oui, vous pouvez prendre tous les grands supercalculateurs que vous voulez, ça se casse pas. Donc de toute façon, il faut que vous contourniez le problème d'une façon ou d'une autre. Donc on est bien obligé de faire ça. Alors après, vous dire qu'on le fait, bien sûr, je vais vous dire que la DGSE, et surtout dans ma direction, on fait ça formidablement bien et que c'est génial. Je ne vais pas vous dire le contraire. Après, la vérité est toujours un peu plus compliquée, bien sûr. Mais en tout cas, c'est consubstantiel à notre activité. Et je pense que c'est de tous les services de renseignement. Ils sont obligés de faire ça aujourd'hui. Donc cette histoire-là... parce que malheureusement, le Bureau des légendes, c'est une série extraordinaire, formidable. Simplement, la direction technique, c'est un mec qui est capable de tout faire. Là, dans la vraie vie, on est moins intelligent que Sylvain Hellenstein. Et donc, en fait, on a plein de gens qui sont experts dans tous les domaines et il faut les mettre ensemble pour faire ce que Sylvain Hellenstein il fait dans le Bureau des légendes. C'est pas aussi parce qu'il y a des civils et militaires et contractuels et... Alors ça, c'est une grosse richesse du service, ouais. Vous avez raison. Ouais. Ça, c'est un truc qui est génial. Enfin, moi, pour le coup, dans toute ma carrière, j'ai essayé de faire ça, c'est d'être entouré de gens différents. Donc, et ça, c'est ce qui amène la force aussi. C'est-à-dire, à des GSE, vous avez des... Alors d'abord, je dirais administrativement, vous avez des contractuels, des fonctionnaires et des militaires. Donc ça, c'est le statut administratif. Mais surtout, en plus, vous avez, donc moi, voilà, j'ai un adjoint militaire, j'ai un adjoint ingénieur. Donc on mélange tout ça. Et évidemment, c'est ce qui fait ça participe à ça. Hein. Mais par ailleurs, je pense que pour le coup, c'est vrai dans n'importe quel domaine. Hein, ça amène de la richesse. Après, c'est sûr que quand vous faites des mathématiques crypto, que vous êtes chirurgien, bon, c'est sûr, il faut des chirurgiens, quoi. Bon, ça, c'est sûr. Mais sinon, dès que vous n'êtes plus dans l'ultra spécialisation, c'est bien en additionnant. Donc nous, on a vraiment tous les profils possibles et imaginables, des gens de toutes origines, depuis des gens qui ont fait du marketing jusqu'à des spécialistes de l'histoire, en passant bien sûr par évidemment beaucoup de scientifiques, enfin, en tout cas des gens des sciences de l'ingénieur, évidemment, mais de tout statut, notamment des militaires, hein, enfin, je portais un témoignage ici, mais la cyberisation des armées, c'est pas que une vue de l'esprit. Hein. On aurait pu imaginer, moi le premier d'ailleurs, il y a quelques années, en me disant est-ce qu'ils vont y arriver. En fait, c'est pas du tout une question, c'est un énorme succès. Enfin, la capacité des armées à générer des experts dans le domaine cyber est absolument, c'est un vrai succès. Enfin, c'est le civil qui parle là, pardonnez-moi, mais c'est un vrai succès. Enfin, moi, je vois les gens qui sont chez moi et le niveau qu'ils ont. Je pense qu'on est un peu au bout du est-ce que l'un d'entre vous veut rajouter quelque chose ou... Non, mais vous ne sentez pas obligé. Pour revenir à la question de l'argent, là, je pense en fait c'est un problème qui est un peu profond. C'est ce que met notre société en avant aujourd'hui, tu vois, sur les réseaux sociaux. Donc là, c'est un autre problème. Je pense qu'il faut remettre un peu la question du sens. La question du sens au cœur des jeunes, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde a à la bouche l'argent. Bon, pas quand on est très jeune, parce que je pense que c'est là qu'il faut sensibiliser, mais quand on grandit, c'est vrai qu'on se dit, bon, je vais pas faire tel métier parce que ça paye pas bien. Et donc, la question de la rémunération, elle vient au centre. Et je pense que c'est parce qu'en fait, c'est les mauvais liens qui sont faits, enfin, c'est les mauvais moteurs, en tout cas. Et je pense que... toute personne a besoin de sens. Même si on a un travail qui rémunère hyper bien, si chaque matin on n'est pas heureux de faire ce qu'on fait, on va pas forcément y rester. Et donc je pense qu'il faut remettre ça, en tout cas, au cœur des jeunes et montrer qu'en fait le besoin d'argent c'est pas réellement
ce à quoi on aspire. Hein. On aspire tous à quelque chose qui a du sens pour nous, qui nous donne envie de nous lever le matin. Et voilà. Donc là, je pense que c'est vraiment une question beaucoup plus profonde sur qu'est-ce qui est mis en avant aujourd'hui dans notre société. Moi, c'est juste ça. Vous voulez rajouter quelque chose? Ouais, je vais dire un dernier mot, mais c'est plus pour prêcher ma paroisse, là, ça va être un peu spécial. Il faut savoir qu'à l'école de l'air, il y a ce qu'on appelle le bureau formation par l'engagement. Et donc, plus particulièrement, moi, je me suis investi dans le plan égalité des chances, où on reçoit et on va voir des lycéens, mais aussi maintenant avec on va dire la version 2, l'amélioration du plan égalité des chances, parce que tous les ans, on revoit un peu la charte et les objectifs. Dans les prochaines années, on ira même voir des collégiens, en plus des lycéens, pour essayer de voir pour que eux voir quelles sont leurs problématiques, comment eux se sentent dans leurs établissements, parce que souvent c'est des lycéens ou des collégiens qui sont dans des établissements qui sont pas forcément très bien cotés ou souvent défavorisés. Notamment, nous on est intervenu dans certains lycées de Marseille. Et c'est super intéressant d'aller les voir dans leur environnement, de leur montrer ce que nous on fait, quelles sont les voies qu'on a chacun empruntées, que ce soit moi pour la cyber, mais certains de mes collègues qui, eux, rêvent d'être pilotes de chasse ou pilotes de transport ou mécaniciens avioniques. C'est montrer ce que nous, on a trouvé, quelles voies on a empruntées, comment eux, ils peuvent se reconnaître peut-être en nous, ou comment on peut leur montrer qu'ils peuvent se sentir bien dans leurs études, ou trouver des voies qui peuvent leur permettre de s'engager ou dans les armées ou ailleurs, hein, dans d'autres métiers. Et on essaie de s'efforcer de faire ça, de leur donner un sens et de les épauler aussi dans leur vie scolaire. Ce qui n'est pas forcément évident, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on conserve, parce que c'est important. Je finis aussi. J'ai pas du tout parlé de mon unité. Donc moi, je suis à la FA 117 sur école militaire et on gère les aviateurs et le rayonnement de l'armée de l'air et de l'espace. Et pour continuer un peu sur cette lancée d'engagement auprès des jeunes, nous, ce qu'on a développé et qui prend une importance qui est exponentielle depuis 2 ans, on a créé une cellule BIA qui est le brevet d'initiation aéronautique et qu'on peut avoir dès 13 ans. Et en fait, on a développé plus de 100 partenariats avec les lycées et les collèges. Et je pense que c'est vrai que, comme tu disais, c'est peut-être les collégiens qu'il faut aller voir, hein, si ce n'est l'école élémentaire, mais c'est un peu tôt, mais en tout cas les collégiens. Et en fait, on fait plusieurs interventions. Là, c'est en Île-de-France, on en a à Rambouillet, à Vincennes et ailleurs. Et c'est pas les plus favorisés non plus. En fait, c'est ceux qui veulent aussi donner, parce que c'est des bénévoles qui viennent et qui donnent des cours de BIA, parce que c'est un brevet, donc c'est un QCM. Et en fait, là, en fait, par petites touches, chaque année, on donne des cours et on aiguise un peu l'esprit défense dès 13 ans, quoi. Et ça, je pense que ces initiatives qui demandent beaucoup de temps humain sont très précieuses. Voilà. Merci. Il me revient le mot de la fin. Moi, je pense que vous aurez tous compris que si vous voulez du sens, le service de l'État, c'est quand même un des sujets faciles et dans le domaine du cyber encore plus. Donc, voilà. Et à la DGSE encore plus, bien sûr, mais forcément. Merci à tous.